voulais faire deux remarques et poser deux questions. La première remarque, c'est qu'il y a effectivement un constat d'échec au niveau européen, d'échec du processus de l'article 7 et même des prises de position qu'il y a pu y avoir. De ce qui est dit, c'est que les choses ont empiré et que l'utilisation et l'instrumentalisation de la crise sanitaire, en fait, s'inscrit en continuité avec ce qui a pu être fait dans ces différents pays. Et il y a donc cet échec, et il y a une gêne qui est une impuissance en fait, à la fois du Conseil européen, des gouvernements eux-mêmes, que ce soit en multilatéral comme de manière bilatérale, parce qu'il y a aussi les gestes qui sont faits, en fait, qui apparaissent contradictoires de la part de gouvernements qui vont recevoir tel ou tel dirigeant et saluer la coopération avec des pays dont on critique par ailleurs les manquements. Mais je pense qu'une des raisons de la gêne, et le collègue LR a beau jeu de l'utiliser, mais c'est effectivement aussi un problème, c'est-à-dire que la crédibilité des États qui voudraient sanctionner au nom de la violation des droits humains, quand ces États eux-mêmes, pas au degré de la Hongrie, de la Pologne, mais néanmoins suffisamment pour être critiqués dans des institutions internationales, mettent en œuvre des politiques qui violent aussi les droits humains. Je pense notamment à la situation où on s'est retrouvés, nous, en France, quand nous discutions d'ailleurs du rapport de nos collègues, en fait, c'était à peu près la même période, où, dans cette période-là, la France a été critiquée fortement au niveau européen, international, pour des manquements et des violations aux droits humains, pour la répression qui a été faite à des mouvements sociaux. Et donc, effectivement, je crois que ça c'est une problématique, je crois, plus large au niveau du droit et de la justice internationale, quand des États qui commettent des manquements et des violations aux droits humains se positionnent comme ensuite voulant sanctionner d'autres États. Et je crois que ce n'est pas une question de relativisme, mais c'est un appel à être beaucoup plus exigeant vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il faut que nous soyons le plus exemplaires possible pour que la parole politique ensuite, elle ait du poids. Parce que sinon, effectivement, ces États ont beau jeu de pointer le fait que, effectivement, la France, pendant plusieurs mois, a renouvelé un état d'urgence, même pas l'état d'urgence sanitaire, mais un état d'urgence qui remettait en cause des fondements de droit au niveau européen. On l'a justifié d'une manière ou d'une autre. Et il y avait des débats parlementaires, d'ailleurs, certains étaient pour, d'autres étaient contre, mais de fait, le fait est qu'il y a ça qui remet en cause, en fait, notre crédibilité. Et on pourrait évoquer aussi d'autres points sur les politiques mises en œuvre vis-à-vis, par exemple, des migrants et des migrantes. Ma deuxième remarque, très rapidement, c'était en fait pour comprendre pourquoi est-ce que ça dure depuis si longtemps, notamment en Hongrie vis-à-vis du pouvoir Orban. Est-ce qu'il n'y a pas, d'une certaine manière, ce qui a été évoqué par d'autres collègues aussi, le fait que, en fait, par exemple, sur les politiques migratoires, on est un peu gêné en ordre tournure, mais ça sert bien aussi qu'une telle politique soit menée parce que, voilà, ça rentre quand même dans la stratégie européenne, hein, d'Europe forteresse, sur la question de la PAC aussi, mais plus généralement sur les politiques d'austérité, parce que le fait est que le pouvoir d'Orban est une forme de néolibéralisme autoritaire qui, en fait, applique depuis des années les politiques économiques de l'Union. Et donc, de ce fait-là, d'une certaine manière, on est beaucoup plus, on a moins de leviers, de rapports de force vis-à-vis de ce pouvoir à partir du moment où la règle cardinale, la règle économique est appliquée. Et donc, c'est aussi un questionnement sur l'Union, sur quelle est la priorité en vérité. Et quand on parle des violations des droits fondamentaux, il y a ce découplement entre droits économiques, sociaux et droits politiques qui, à mon avis, est problématique parce que du point de vue des droits économiques et sociaux, de mon point de vue, les politiques menées, les politiques néolibérales d'austérité, se font au détriment des populations. Et le cas de la Grèce, le cas de l'Italie l'a montré, et c'est ça aussi qui a, je pense, qui peut jouer dans le fait qu'on a une Union européenne qui va imposer des politiques économiques qui sont régressives pour les populations et qui, du coup, favorisent le ressentiment vis-à-vis de l'Union. Et je pense que la situation en Italie, après la crise économique et la manière dont l'Union a échoué pour venir en aide au niveau sanitaire, va aussi
alimenter tout cela. J'en viens à mes questionnements, à mes questions un peu précises, parce que c'est sur la question des populations et de la réaction des populations et comment on peut aider les populations. Moi, je me pose des questions. On avait déjà eu ce débat-là au moment du travail de nos collègues sur leur rapport et les propositions de résolution sur les sanctions financières et les conditionnalités au fonds européen. Je me demande si est-ce que ça ne risque pas, en tout cas comment on peut garantir que ce ne soit pas utilisé, voilà, comme un moyen en fait de priver la population de soutien économique, justement dans une situation où le contexte économique et social est difficile. Voilà, comment, et du coup je m'adresse notamment à Human Rights Watch sur les garanties qu'on peut avoir sur l'application de sanctions économiques, parce qu'on sait, ces sanctions-là, dans d'autres situations, en fait, vont surtout se faire au détriment des populations. Et en gros, peut être réutilisé en plus par le pouvoir comme un argument pour dire, en fait, voilà, pour renforcer le nationalisme autoritaire en justifiant d'autant plus la prise de pouvoir. Donc voilà, comment est-ce qu'on casse un peu ce cercle vicieux et la question de l'ingérence, parce que ça, c'est aussi une problématique pour notre collègue parlementaire, l'ingérence de la Commission par rapport aux États nationaux. C'est aussi une problématique sur voilà, jusqu'où on peut aller aujourd'hui pour contraindre un État, parce que la question de la souveraineté des États est importante de mon point de vue, et je pense qu'encore une fois, la crise actuelle montrant les limites de l'Union à renforcer cette dimension-là. Je pense qu'on aura aussi ces débats nous-mêmes. Donc voilà, comment on pourrait arriver à sortir un peu de cette contradiction, justement, entre l'ingérence d'une commission dont la légitimité politique pose question vis-à-vis de la souveraineté des États. Je pense qu'il ne faut pas opérer de confusion, et c'est ce que vous faites, mine de rien. Alors, je n'ose imaginer que ce soit volontaire, mais enfin, quand vous parlez d'organisations internationales qui mettraient en cause la France, vous rendez-vous compte de ce dont vous parlez? Nous sommes en train de parler des atteintes à l'état de droit. Regardez simplement sur le site de la Commission de Venise le nombre d'avis à l'endroit de la Hongrie et le nombre d'avis à l'endroit de la France. Le dernier à l'endroit de la France, il date de 2016. Sur la Hongrie, vous en avez des pages entières. Donc là, on est sur des organisations internationales qui ont vocation à se prononcer sur l'état de droit, pas de confusion là-dessus, et ce n'est absolument pas la même situation. Ce qui se passe en Hongrie est extrêmement grave. On est quand même en train de parler d'une hypothèse où les critères pour adhérer à l'Union européenne ne seraient plus respectés. Il faut se rendre compte de la gravité de la situation, et je pense qu'il est tout à fait fallacieux et qu'il amène de la confusion que de venir remettre en cause les États qui, eux, au sein de l'Union européenne, se mobilisent pour qu'un minimum d'état de droit en Europe soit respecté par tous ses partenaires. En réponse à la question de Mme Obono, vous avez raison, la question de la conditionnalité pour l'accès aux fonds européens doit se faire de manière extrêmement prudente afin que les citoyens des pays concernés par ce genre de politique ne soient pas impactés négativement par la redirection ou la suspension de l'accès à certains financements. Il est nécessaire d'avoir des études d'impact pour voir quels financements peuvent être coupés ou redirigés afin qu'ils n'affectent pas négativement les droits économiques et sociaux des citoyens et des résidents de ces pays. Certaines pistes doivent être explorées de manière un peu plus approfondie, comme par exemple la diversification des cas de gestion partagée de ces financements entre la Commission européenne et les États concernés, comme par exemple en appliquant d'ailleurs certaines collectivités locales. Effectivement, il ne faut pas que ce mécanisme, et je pense que certains langages proposés par la Commission européenne dans sa proposition reflètent cette préoccupation, ne doivent pas avoir un effet négatif sur les droits économiques et sociaux des résidents de ces pays, mais ça ne doit pas non plus être une raison pour ne pas considérer comment renforcer la pression sur des gouvernements qui font un mauvais usage de ces fonds et qui, parfois les détournant, ont aussi eux-mêmes un impact négatif sur les droits humains de leurs propres citoyens. Je pourrais citer par exemple la question de l'accès à certains financements ou
la fin du financement par des autorités publiques polonaises, notamment de programmes qui auraient été destinés à renforcer la protection du droit des femmes en Pologne. Beaucoup d'ONG ont perdu ces financements, dont certains provenaient des financements de l'Union européenne. J'ai été interpellée ad hominem. Il ne s'agit pas de relancer le débat, mais pour préciser mon point. À aucun moment, je n'ai précisé que tout était identique ou qu'il y avait un trait d'égalité entre les situations. J'ai simplement pointé le fait que le positionnement collectif était affaibli par le fait que nous n'étions pas suffisamment exemplaires. Et je pense que oui, quand la France est interpellée par des institutions nationales, européenne et internationale sur ces manquements, ça affaiblit notre position. Je pense qu'en l'Union européenne fait un accord de coopération avec des pays comme le Kazakhstan, parce que c'est un accord de coopération économique qui est pas très exemplaire, ça affaiblit notre positionnement et je crois avoir y compris indiqué que c'est une problématique qui concerne l'ensemble des débats au niveau international, sur le droit international, sur la justice internationale et que ça a un effet, y compris sur les populations, parce que c'est instrumentalisé ensuite par le deux poids deux mesures et par les indignations, les sanctions à géométrie variable dont sont comptables un certain nombre d'États occidentaux, européens, mais aussi au niveau des États-Unis, par exemple. Donc voilà, je tenais à faire cette mise au point, puisque pour ma part, j'ai soutenu, comme vous le savez, chers collègues, les propositions qui étaient faites pour que l'état de droit soit effectivement le mieux respecté possible dans toute l'Union européenne, et y compris en France également. Donc je crois que c'est assez cohérent, notre position est cohérente sur la France, notre exigence, et sur l'Union européenne. Merci.